Il est 10h ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. La semaine commence comme la précédente avec des menaces de Donald Trump. Le président américain promet de bloquer les quelques derniers bateaux qui parvenaient encore à passer le détroit d'Ormuz sous autorisation iranienne. C'est sa mesure de rétorsion après l'échec des négociations du week-end avec les Iraniens à Islamabad. Voici l'homme qui met fin aux 16 ans d'ère Orban en Hongrie. Péter Modior, ce conservateur pro-européen, va devenir Premier ministre en Hongrie après la victoire écrasante de son parti aux législatives. Soulagement dans les capitales du vieux continent et promesse de changement en Hongrie. Et puis le pape Léon XIV en Algérie, une première pour le chef de l'église catholique, un voyage en terre musulmane, tant politique que religieux. Léon va rencontrer le président Tebboune sur fond de guerre au Moyen-Orient, mais aussi se rendre sur les pas de son guide spirituel, Saint Augustin. Et précisément, je suis un fils de Saint-Augustin, augustinien, mai 2025. Les premiers mots du tout nouveau pape Léon XIV au balcon de la basilique Saint-Pierre. Et le voilà, pile un an plus tard, quasiment jour pour jour, à la veille de se rendre en pèlerinage sur les traces algériennes de son guide spirituel. Un voyage personnel, un voyage religieux, un voyage politique aussi, pour le chef de l'église catholique qui marque un tournant peut-être dans l'histoire du Vatican avec cette première algérienne. Quels en sont les enjeux? Peut-il faire bouger quelques lignes? Et que dit-il, ce voyage de la diplomatie tel que veut l'incarner l'américain Léon XIV? C'est Parlons-en aujourd'hui avec François Mabille, Gilles Monceron et Constance Colonna-Césari qui sera avec nous dans un instant. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour François Mabille. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. On peut citer parmi vos ouvrages nombreux La papauté face aux défis contemporains qui est sorti chez Erol. Gilles Monceron, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie et de l'histoire coloniale de la France. Et je peux citer Marianne et les colonisations qui est sorti chez Poche. C'est donc une première, la visite du chef de l'église catholique en Algérie. Visite de 2 jours en prémisse d'une tournée africaine qui emmènera ensuite le chef de l'église au Cameroun, de l'église catholique au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. C'est donc sur ce volet algérien que l'on va s'arrêter avec vous. Et Claire Pacalin, depuis Alger, nous donne le programme de ces prochaines 48 heures. Le pape devient ce lundi le premier pape à visiter l'Algérie. Une fois arrivé dans le pays, il va se rendre au mémorial du martyr, puis il va s'entretenir avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux se sont déjà rencontrés l'année dernière au Vatican. Cette visite historique pour le Vatican est l'occasion de promouvoir le dialogue interreligieux. L'Algérie, un pays musulman, a une toute petite communauté catholique, moins de 10 000 personnes. Le pape va non seulement célébrer la messe à la basilique de Notre-Dame d'Afrique, mais il va aussi visiter la grande mosquée d'Alger. Il va aussi rendre visite aux sœurs Augustines à Bab el-Oued à Alger. 2 d'entre elles ont été assassinées pendant la décennie noire et elles font partie de ce qu'on appelle les 19 martyrs chrétiens de cette époque. La visite est aussi symbolique pour le pape d'un point de vue personnel. Il fait partie de l'ordre du Saint-Augustin, grand penseur chrétien qui a vécu à Lippen, aujourd'hui Annaba, dans le nord-est du pays. Mardi, le pape visitera Annaba, où il va célébrer une messe dans la basilique. Cette visite arrive aussi dans un contexte où le pape parle de plus en plus de la guerre au Moyen-Orient. Il a évoqué dimanche l'obligation morale de protéger la population civile et il s'est dit plus proche que jamais du peuple libanais. Voilà, Claire Pacalin, depuis Alger. Bonjour Constance Colonna-Césari. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, Constance. Vous êtes journaliste, réalisatrice, spécialiste du Vatican, auteur de Dans les secrets de la diplomatie vaticane, qui est sorti aux éditions du Seuil. La première question est pour vous, Constance. Comment expliquer qu'un pape ne soit jamais jusqu'ici allé en Algérie ? Oui, alors pays à majorité évidemment musulmane, majorité écrasante, Afrique du Nord, pourtant un continent extrêmement, l'Afrique visité depuis Jean-Paul II, depuis que ces traditions des voyages se sont vraiment imposées comme un rituel dans l'Église catholique. Mais en effet, il n'y a pas d'explication franche, si ce n'est des rapports un peu difficiles avec un gouvernement qui n'est pas
ami, qui n'est pas proche, mais qui a quand même des liens évidemment diplomatiques avec l'Algérie. Il y a eu ces années noires, cette décennie noire, avec quand même évidemment des chrétiens persécutés, assassinés, qui sont devenus des martyrs sous le pape François. Donc voilà, on est dans un moment où les relations sans doute s'apaisent entre l'Algérie et le Saint-Siège, à cause de ça, justement. C'est la première fois qu'il vient en tant que pape, c'est pas la première fois qu'il va en Algérie. Il y était en tant que Robert Prévost déjà. Exactement, en tant que dirigeant de cette congrégation des Augustins, dont il est membre, dont il reste membre d'ailleurs, en étant pape, et qui, évidemment, a son père spirituel, Saint Augustin, qui est lui-même un Algérien, même si on ne doit pas utiliser ce mot. Il n'y avait pas d'Algérie au IVe siècle, lorsqu'est né Saint-Augustin, lorsqu'est né ce futur évêque d'Hippone. Mais c'est intéressant quand même, ce voyage du pape, à mon avis, il est important dans ce qu'il nous apprend, dans ce qu'il apprend au monde, c'est qu'il y a quelqu'un qui était évêque catholique, qui était là au IVe siècle. Donc, finalement, le christianisme précède l'islam, évidemment, dans cette terre aussi. Et on va y revenir, bien sûr. Et je rappelais en introduction que les premiers mots du pape Léon XIV, au moment de son élection en mai 2025, étaient « Je suis un fils de Saint-Augustin, augustinien ». François Mabille, ce contexte est particulier. Il s'inscrit aussi dans la continuité du voyage du pape au Liban en décembre dernier. Un pape qui parle beaucoup du dialogue interreligieux et qui se retrouve aujourd'hui dans ce pays où l'islam est religion d'État. Oui, tout à fait. C'est un voyage qui, d'une certaine manière, clôt une première phase des déplacements de Léon. La Turquie, le Liban, puis effectivement l'Algérie. Donc là, on est dans la thématique qui avait été ouverte par son prédécesseur sur le pourtour méditerranéen et l'importance du dialogue interculturel, dialogue interreligieux. Et puis, comme le disait Constance, l'autre aspect, c'est aussi de souligner que les sources du christianisme ne sont pas européennes, ne sont pas occidentales. Et là, c'était vrai, bien évidemment, pour la Turquie. Il y allait pour une raison très précise liée à l'œcuménisme. C'était vrai pour le Liban et c'est vrai effectivement pour l'Afrique à travers la figure de Saint-Augustin. On va revenir bien sûr sur Saint-Augustin dans un instant. Pour l'Algérie, Gilles Monceron, ça intervient dans un moment particulier aussi. Il y a eu ce rapprochement avec l'Allemagne. Il y a quelques jours, il y avait la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, qui est allée en Algérie. Alors il s'agissait de parler énergie, mais pas que. C'est un moment particulier pour Oui, pour, c'est un pour moment particulier pour l'Algérie. Qui met en cause son positionnement par rapport aux autres pays du Maghreb, notamment du Maroc. La question du Sahara occidental fait débat et l'Algérie se pose des questions sur son positionnement diplomatique. Mais est-ce que c'est un tournant pour l'Église catholique qu'un pape se rende en Algérie? D'abord, individuellement, Léon XIV s'y est rendu déjà, donc comme vous l'avez rappelé. Le tournant, à mon avis, du point de vue des catholiques d'Algérie, a été la guerre d'indépendance, où beaucoup de chrétiens d'Algérie, qui étaient minoritaires dans leur communauté sociale, si je puis dire, mais ont quand même approuvé le désir d'indépendance des Algériens, de la population très majoritairement musulmane d'Algérie. Et l'ont rejoint. L'un des personnages les plus emblématiques de ce tournant, c'est Monseigneur Duval, qui s'est fait stigmatiser par les Européens d'Algérie, qui le qualifiaient de Mohamed Duval. Et c'est là où le tournant s'opère, à mon avis, du point de vue de l'Église catholique. Cette visite de Léon fait aussi contrepoids, bien sûr, à la crise diplomatique actuelle entre Alger et Paris. Oui, mais il est en marge et différent des relations franco-algériennes. Cela dit, vous avez raison d'y faire référence, parce que dans le jugement sur la colonisation, qui a été notamment beaucoup plus développé par l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. On va y revenir. Figure importante de ce voyage du pape. Oui, absolument, qui a
préparé cette visite du pape Léon XIV. Eh bien, il a condamné avec une très grande fermeté le viol, la violence de la colonisation française de l'Algérie. Et cela, ça s'adresse un petit peu, non seulement aux catholiques français, mais à l'opinion française, aux hommes politiques français, puisque c'est un problème franco-algérien de savoir si on va dépasser, reconnaître, voire réparer par certains gestes le passé colonial franco-algérien. Alors le pape Léon XIV, Constance Colonna Césari, arrive à Alger quelques jours après que le président français Emmanuel Macron est allé au Vatican. C'était leur première rencontre officielle au Vatican. Là aussi, bien sûr, ça va résonner et le poids de l'Église catholique teintée d'histoire coloniale en Algérie est important. Est-ce qu'on peut envisager, suite à cette discussion entre Emmanuel Macron et le pape, que le pape intercède en faveur de notre confrère Christophe Glaise qui est emprisonné en Algérie ? Alors, on peut penser que ça a fait partie de ce que se sont dit à huis clos Emmanuel Macron et le pape Léon XIV, en tous les cas, qui a eu cette demande de la part du président français, puisqu'il y a des précédents. Ça s'était passé entre Nicolas Sarkozy et Benoît XVI, et ça avait permis d'aboutir à la libération de Florence Cassez au Mexique. Donc, il y a une tentative du président français de peser, de demander à Léon XIV de peser de son poids pour obtenir ce résultat. Oui, c'est pas évidemment inenvisageable. C'est pas le seul objectif aussi, puisqu'il y a réparé d'autres pans de la relation franco-algérienne. Et parmi ces réparations, on reviendra sur cet homme que vous évoquez, Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, dans un instant, qui d'ailleurs est allé voir, je crois, Christophe Glaise en prison. Il y a une forme de rééquilibrage aussi, avec une visite du pape François au Maroc, mars 2019, qui avait un peu contrarié les autorités algériennes. Alors c'est effectivement ce qui se dit dans les médias algériens. Je ne suis pas sûr, très honnêtement, que de la part du Vatican, il y ait un lien, que ce soit interprété de cette manière-là. En Algérie, c'est possible, mais en revanche, il y a d'autres approches qui me semblent plus importantes de la part du Saint-Siège. Il ne faut pas oublier que les déplacements ont toujours deux vocations, une vocation pastorale et une vocation diplomatique. Donc la vocation pastorale, c'est déjà de soutenir une église catholique qui est faible sur place, et je dirais aussi de dissocier, et ça devient un élément classique dans la diplomatie du Vatican, de dissocier les catholiques des chrétiens. Lorsque le pape François s'était rendu en Mongolie, c'était l'objectif caché de son déplacement, que le gouvernement mongol ne confonde pas les évangéliques protestants des catholiques. Les évangéliques qui sont plus nombreux en Algérie que les catholiques. Exactement, qui sont plus nombreux, plus prosélytes, et donc bien faire la différence entre effectivement les évangéliques protestants et puis l'Église catholique, qui a une structure différente, un mode de présence également différent. Donc ça, le premier objectif, il est là. Le deuxième objectif, effectivement, c'est de stabiliser les relations entre l'État algérien et le Saint-Siège. Je crois que les accords diplomatiques, la reconnaissance réciproque date de 1972, donc vous voyez, c'est quand même pas si ancien que cela, et donc de permettre que la présence de l'Église catholique soit confortée et d'une certaine manière pacifiée au terme de cette visite. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la communauté évangélique algérienne aujourd'hui est aussi nourrie par l'émigration, et notamment subsaharienne, qui ont lieu sur le continent africain. Pour revenir précisément au contexte diplomatique dans lequel intervient cette visite du pape en Algérie, puis dans 3 pays africains, c'est bien sûr la guerre au Moyen-Orient. Et ce pape, Constance Colonna Césari, qu'on a finalement, qui était assez timoré jusqu'ici, ces dernières semaines, on l'a entendu pousser la voix, et notamment ce week-end, à propos de la guerre au Moyen-Orient. Il a dénoncé l'illusion, je cite, de la toute-puissance. Assez avec la guerre, assez avec l'étalage de puissance. On retient aussi ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Mais pour revenir à la guerre au Moyen-Orient, ça a suscité la colère de Donald Trump, qui a parlé du pape comme il parle de tout le monde. En ces mots, on l'écoute. Je ne pense pas qu'il fasse très bien son travail. Il aime le crime, je suppose. Nous n'aimons pas un pape qui dit qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que le crime dans nos villes est acceptable. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très libéral. Et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas qu'on devrait jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas fan du pape Léon.
Voilà, je suis pas un fan du pape Léon, dit Donald Trump. Voilà, oui, c'est toujours des déclarations. Bon, il y a eu un crescendo assez hors du commun, là, depuis Pâques. Tous ces ricochets, ces rebondissements, ces déclarations à l'emporte-pièce. On fait même sortir finalement de sa réserve le pape Léon XIV. Ça faisait du bien d'entendre sa voix qui montait et qui a fini par dénoncer finalement d'une certaine manière, même si pas ouvertement, Donald Trump, en disant vos mains sont pleines de sang, par exemple lors de la messe des rameaux. Donc il y a eu ces événements, on a appris des choses aussi, notamment le fait que le Pentagone avait convoqué en janvier dernier le cardinal Pierre, qui est un Malouin d'origine, qui était l'ancien ambassadeur, le nonce apostolique auprès de l'ONU, donc à Washington, et cet homme a été convoqué au Pentagone. Ça n'existe pas. Et la menace était, attention, vous allez reconnaître la période des papes en Avignon, en tous les cas hors de Rome, on est prêt à tout, des menaces directes contre le Vatican. Ça ne s'est jamais vu, encore une fois. Voilà, et ce crescendo est quand même assez frappant. Et là, il incite à cette sortie de la réserve de Léon XIV qui fait du bien, finalement. C'est vrai qu'au moment de son élection, au mois de mai de l'année dernière, ce pape américain, on s'était dit qu'il allait peut-être entrer dans une espèce de confrontation, alors très bien sûr diplomatique, avec le président américain. C'est la première fois là que ça monte à ce point. Alors oui, en même temps, si vous voulez, je pense que la grande différence avec son prédécesseur, c'est en termes de communication. C'est-à-dire que son prédécesseur avait le chic pour trouver des formules qui marquaient les médias et qui marquaient... Vous parlez du pape, hein, pas de Joe Biden. Du pape François, ouais. oui. Ce pape n'a pas pour l'instant trouvé effectivement le mode de communication qui lui permet de marquer les esprits. En revanche, si vous regardez l'ensemble de ses déclarations depuis sa prise de fonction, c'est un pape d'ailleurs qui est juriste et qui depuis le début de son pontificat ne cesse de rappeler l'importance du respect du droit international et du multilatéralisme. Et donc il s'est opposé pratiquement depuis le début aux orientations de la politique étrangère américaine, israélienne. Et donc effectivement, plus il y a de tensions internationales, plus ces rappels au respect du droit international se font entendre également. Je ne suis pas fan du pape, pas sûr que le très catholique J.D. Vance assume ce genre de propos. Oui, alors c'est toute l'ambiguïté. On a vraiment... Qui est lui-même augustinien d'ailleurs. Et ça, alors c'est drôle parce que il cite Saint Augustin, il interprète Saint Augustin, il prétend interpréter Saint Augustin à la faveur de. Alors dans un premier temps, c'était pour justifier la radicalité de cette politique anti-immigration. Et le pape, qui n'était pas encore pape, il avait dit non, c'est pas tout à fait ça. Non, vous vous trompez. Et évidemment, on a plus foi en un homme qui est Augustin lui-même qu'en J.D. Vance pour comprendre la pensée de Saint Augustin. Donc là, il y a un match qui se joue qui est intéressant. Mais ces catholiques, comme J.D. Vance, nationalistes américains, ces chrétiens extrémistes que représente tout ce courant, hein, pas seulement le catholicisme, mais dans le clan qui entoure Donald Trump, sont des gens qui ont besoin du pape. Et c'est là où les déclarations de Donald Trump sont maladroites quand même, parce qu'ils ont besoin du sacré, ils ont besoin du siège de Saint-Pierre pour appuyer justement leur politique. Donc c'est très très paradoxal, parce qu'en fait, ils jouent contre leur propre camp et contre leurs propres idées. Donc c'est très incohérent, alors qu'évidemment, le Saint-Siège, lui, a la cohérence pour lui, et le pape, finalement, représente exactement ce que représentait la parole de François, ce que représentait la parole de Benoît XVI sur la guerre qui n'est plus juste, mais toujours injuste, etc. Donc les grandes lignes de la diplomatie du Vatican. D'ailleurs, la Bible et l'intervention divine a été évoquée à de nombreuses reprises par l'administration américaine depuis le début de la guerre contre l'Iran. Pour revenir au programme du pape Gilles Manseron, on l'a dit, donc il y aura le volet religieux, on va y revenir dans un instant. Sur le volet diplomatique, il y aura ce matin cette rencontre avec le président algérien Tebboune. De quoi on parle entre un pape et un président algérien? Je pense que le pape va se faire l'avocat de la tolérance religieuse, de la place que jouent les religions dans la structuration du monde, qu'on le veuille ou non, parce que les communautés religieuses existent. Et je pense qu'il va ériger cet idéal de cohabitation et d'échange comme un modèle, qu'il s'agisse de la société algérienne ou l'Église catholique, encore une fois,
a décidé de rester et de se développer sans prosélytisme, mais de manière paisible et de manière acceptée, je dirais. Et l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, le souligne, qu'il continue cette tradition dans la dénonciation du colonialisme, car, je terminerai par là, dans le passé, l'Église catholique n'a pas toujours eu un rapport très clair au phénomène colonial. Elle a, comme la France républicaine, par exemple, à certaines époques de son histoire, participé à l'expansion coloniale et à la violence coloniale et à ce que Jean-Paul Vesco, encore une fois, appelle le viol que constitue la colonisation. Algérie, on l'a dit, pays où l'islam est religion d'État et la communauté catholique est toute petite, quelques milliers de personnes. Ça n'empêche pas ces quelques catholiques algériens d'attendre le pape avec impatience. On va les écouter. C'est une chance pour nous d'être ici et d'être présents pour l'arrivée du pape Léon ici en Algérie. C'est une première et pour nous, c'est vraiment une grande chance parce que c'est la première fois que nous allons pouvoir faire la rencontre d'un pape. La venue du pape aussi, c'est une chance pour nous, chrétiens et musulmans, de se rencontrer aussi pour approfondir la religion chrétienne avec les musulmans. Donc c'est aussi une solidarité qu'on est en train de créer. Sa venue pourrait bien consolider les choses entre nous. La visite du pape en Algérie est une bonne chose pour beaucoup de raisons. Et l'une d'entre elles, c'est d'essayer d'adhérer à une société multiculturelle, multidimensionnelle, multiethnique. François Mabille, quelques jours avant cette visite du pape en Algérie, plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont exhorté le pape à soulever les questions de droits humains et de liberté religieuse auprès des autorités algériennes, affirmant, je cite, que les minorités religieuses faisaient face en Algérie à des restrictions juridiques et administratives discriminatoires. Mais c'est le cas, effectivement. Ensuite, est-ce que le pape s'en saisira et dénoncera comme le souhaitent ces ONG? Je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de culte. Il y a une en liberté revanche, il y a des difficultés. Qui est tout de même très contrôlée, très restreinte. Voilà. Si vous regardez les chiffres dont on dispose, ne serait-ce que pour la communauté catholique, ce sont des chiffres qui sont en baisse depuis maintenant une vingtaine d'années. Est-ce que le pape critiquera ouvertement? Non. Il fera sans doute, comme vous le disiez, un appel à une société qui soit une société ouverte, tolérante, à un dialogue entre islam et catholicisme. Mais là, ce que soulignent les ONG est plus large. Ça porte sur l'existence d'une société démocratique et respectueuse de l'ensemble des droits humains. Sans doute qu'il l'abordera, mais en rappelant des grands principes et non pas en visant directement le gouvernement algérien. Arrêtons-nous donc sur un homme qu'on a évoqué depuis le début de cette émission, Jean-Paul Vesco, qui est cardinal, archevêque d'Alger. Je le disais, il a rencontré notre confrère Christophe Glaise en prison, qui est lui-même catholique croyant. D'ailleurs, ses proches disent que sa foi catholique l'aide à tenir sa détention. C'est intéressant, cette figure de Jean-Paul Vesco, Gilles Manceron, est intéressante, car elle raconte aussi comment l'Église algérienne a dû se démarquer de l'Église de France depuis l'indépendance. Se démarquer de l'Église de France, en tout cas, a fait un choix très clair qui était anticolonial pour rester en Algérie, pour continuer à témoigner et à assurer la présence du catholicisme dans ce pays devenu indépendant et qui avait eu raison de réclamer son indépendance et d'obtenir son indépendance parce qu'il était victime d'une violence coloniale qui fait débat dans la société française. On est obligé de repenser aux aspects politiques dans lesquels notre contexte nous plonge, c'est-à-dire les déclarations d'Emmanuel Macron peu avant son élection en 2017, qui parlait d'un crime contre l'humanité à propos de la colonisation. Puis ensuite, ce qu'on peut appeler son rétropédalage, puisqu'il a plutôt cherché à se rapprocher, à s'allier avec l'extrême droite nostalgique de la colonisation. Donc, c'est dans le débat français, M. Retailleau, M. Philippe ont exprimé, contrairement à un journaliste qui a parlé des oradours de la conquête de l'Algérie,
des points de vue différents, justifiant la colonisation. Donc, le pape qui a une préoccupation spirituelle et religieuse se situe forcément dans un débat idéologique politique français. François Babi. Oui, juste pour rajouter un élément, il y a 4 évêques en Algérie, 2 sont français, un est espagnol et un est italien. Jean-Paul Vesco était naturalisé algérien en 2023. Vous voyez, dans les nominations, ça veut dire quand même qu'il y a 2 évêques qui ne sont pas français qui ont été nommés. Et je pense que l'évolution de l'Église catholique en Algérie se joue également par ce type de nomination qui contribue à dissocier l'Église catholique en Algérie de cet héritage que vous évoquez, même si, comme vous l'avez dit avant, il est nuancé, notamment avec les prises de position de Monseigneur Duval dans le passé. Mais il n'empêche que dans les mémoires et les représentations, bien évidemment, il y a un lien qui est fait. Et nommer des responsables religieux qui ne viennent pas de la France me semble être finalement la piste d'évolution, la voie d'évolution la plus importante. Constance. Oui, moi je voulais dire quand même que un mot de cet homme, parce que je l'ai rencontré, c'est quand même quelqu'un doué d'un charisme très particulier. Il faut quand même dire que c'est un Lyonnais de 62 ans qui était un ancien avocat d'affaires, donc quelqu'un qui a un parcours assez hors du commun aussi, et qui fait partie aussi de la construction qui avait commencé sous François, de ces conférences épiscopales méditerranéennes. Donc, cette volonté de l'Église catholique de bâtir là un ensemble méditerranéen, c'est ce qui... C'est lui qu'on voit à l'antenne, voilà, Jean-Paul Vesco. Donc, un dominicain, quelqu'un qui n'utilise plus, qui ne veut pas qu'on le catalogue de, justement, d'archevêque ou de cardinal français, puisqu'il a accepté la nationalité algérienne et qu'il refuse, par exemple, des dîners à l'ambassade de France près le Saint-Siège au moment du conclave. Il ne veut pas apparaître aux côtés de ses pairs, les cardinaux français. Donc vraiment, il est très très vigilant là-dessus. Et je vous dis, il s'inscrit vraiment dans cette Église qui construit quelque chose qui devient vraiment très puissant, qui sont ces conférences, ces nouvelles conférences de l'Église en Méditerranée, qui avait construit aussi, bâti le cardinal Aveline, et c'est les mêmes réseaux, donc ce sont des gens qui, à l'intérieur de l'Église, veulent mettre l'accent sur le dialogue, évidemment, avec l'islam et tous les défis de la Méditerranée, et celui-ci en particulier. D'ailleurs, c'est peut-être un détail pour nous, mais peut-être pour le Vatican, ça veut dire beaucoup. Alors, on aura la confirmation dans les heures qui viennent. Le pape pourrait ne pas s'exprimer en français, mais en anglais. Ça dit aussi quand même beaucoup de choses. Tout à fait, ça s'inscrit dans ce que je vous disais, c'est-à-dire la volonté de marquer que l'Église est universelle et de dissocier la présence catholique actuellement en Algérie de son passé français. Il est certain que si le pape s'exprimait en français, ça renverrait directement à une image et à une mémoire du catholicisme en Algérie très particulière. Le fait d'être lui-même américain, de s'exprimer en anglais, manifeste bien cette volonté de dissociation, me semble-t-il. C'est Jean-Paul Vesco qui a souligné le fait qu'il était probablement le dernier archevêque d'Alger à être né en France, étant donné le renouvellement... Il est de Lyon, Il est de Lyon, Oui. Le renouvellement de l'épiscopat de l'Église catholique d'Algérie. Parmi les temps forts, donc on le disait, il y aura aujourd'hui la visite de la Grande Mosquée d'Alger, un édifice assez récent, je crois, cette rencontre donc avec le président Tebboune. Et puis demain, moment à la fois religieux et personnel, le pape François sera donc le pape Léon, pardon. Le pape Léon sera à Annaba, ancienne cité antique d'Hippone ou Saint-Augustin, donc figure majeure de l'Église, a été évêque il y a plus de 15 siècles. Là, c'est peut-être le moment du voyage le plus personnel pour le pape. Il y a vraiment pour lui un moment important. Oui, alors évidemment, comme il est pape et que son job, c'est l'universalisation, il va éviter d'en faire un événement personnel. Mais en effet, c'est intéressant parce que on assiste, a priori, je ne sais pas si vous le confirmez, à l'intégration d'Augustin par l'histoire algérienne, qui est assez récente, et c'est pas inintéressant. Et en même temps, Augustin, on l'a dit tout à l'heure, est un personnage
dont l'héritage est rapté et kidnappé par ces milieux, ces fous de Dieu américains. Donc on a un personnage, finalement, une dimension là, complètement universelle. Et le voyage du pape en Algérie, dans le lieu de pèlerinage de cet évêque d'Hippone, voilà, met le doigt au centre sur un phénomène complètement actuel. C'est le paradoxe aussi, et c'est l'intérêt de ce voyage. On peut dire quelques mots, Constance, sur l'apport de celui que l'Église appelle Saint-Augustin dans la Oui, je suis théologie. pas une grande théologienne, Non, mais en voilà. quelques mots, je suis C'est sûre quand que vous même, savez. on l'appelle le père de l'Église, un des pères de l'Église. Donc il a vécu au moment de la chute de Rome. Il a assisté à l'invasion des Vandales. Donc même ça, le fait qu'il y a eu un sac d'Hippone et que cette ville existe encore aujourd'hui, c'est quand même un signe d'espérance aussi, pour dire, si on regarde l'histoire à long terme, c'est intéressant. Donc son témoignage, son apport, et puis pour l'Église, c'est évidemment ses grands textes, les confessions, la cité de Dieu, etc. Il a écrit énormément. Augustin, c'est vraiment voilà, il a laissé beaucoup de choses. Beaucoup de best-sellers, Saint-Augustin. Voilà. Oui, des best-sellers avant la lettre. Avant l'heure. Oui, c'est une figure très riche. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir sous quel registre le pape se saisit de Saint-Augustin, qu'il cite pratiquement en permanence. Parce que, comme le disait Constance, Saint-Augustin, c'est le livre sur les deux cités. Et donc, ça peut être l'occasion pour le pape de dire le politique est le politique, le religieux est le religieux, et donc de commencer à introduire une dissociation dans l'identité algérienne entre l'identité politique, culturelle algérienne au sens large et l'identité religieuse au sens strict. Mais Saint-Augustin, c'est un homme qui a voyagé dans le pourtour méditerranéen entre l'Afrique et l'Europe, l'Italie, et donc il est représentatif de cette circulation des hommes et des idées dans le pourtour méditerranéen. Et là aussi, on peut s'en saisir en raison du contexte actuel. Et puis, c'est également la figure, finalement, du pèlerin qui cherche le sens de sa vie. Et ça aussi, ça parle à pas mal de personnes aujourd'hui. Donc voilà, ça serait intéressant de voir comment le pape se saisit et se saisit de Saint-Augustin, sur quel aspect il insiste particulièrement. Ouais, on découvre les images de la basilique Saint-Augustin à Annaba, et comme le rappelait Constance Colonna-Césari, Gilles Manceron, elle est intéressante, la place de Saint-Augustin dans l'histoire algérienne. Le nationalisme algérien a longtemps repoussé cette figure voilà, comme étant un symbole de l'époque coloniale, et je crois que ça fait depuis le début des années 2000 que l'histoire algérienne officielle a remis Saint-Augustin dans l'histoire algérienne. Oui, parce que l'Algérie indépendante a comme une difficulté à penser son histoire dans sa totalité, c'est-à-dire à ne pas la réduire à la période de la colonisation française, qui a été très importante dans son passé, mais son histoire avait commencé bien avant, avec les populations berbères, avec la présence du judaïsme dans le Maghreb central, la présence du christianisme, dont témoigne Augustin, celui que les philosophes appellent Augustin et que l'Église catholique appelle Saint-Augustin, parce que c'est en même temps un théologien et un philosophe. Et son œuvre philosophique est considérable. Et donc, réintégrer dans l'histoire algérienne l'ensemble de son passé est un enjeu pour l'Algérie d'aujourd'hui. Une façon de boucler la boucle, encore un mot sur Saint-Augustin Oui, alors après, il y a son héritage plus politique. Qu'est-ce que l'augustinisme finalement, c'est un rapport aussi. Oui, quand Léon dit en 2025 « je suis augustinien », qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, ça, c'est vraiment, c'est la spiritualité d'Augustin. Donc, c'est d'ailleurs, les observateurs dans l'Église disent que ce pape Léon XIV commence à avoir un style liturgique à lui, il l'affirme, il porte la croix lui-même, etc. Alors ça, c'est peut-être aussi ce bagage augustinien, ou en fait, il faudrait dire Augustin. Augustinien, c'est plus les études sur Saint-Augustin. Soyons pointus sur les termes. Ça merci beaucoup, récemment, Constance. grâce à ce pape Léon. Et voilà, mais après, il y a l'héritage politique. Là, c'est plus compliqué. Je pense pas que le pape soit là pour s'en mêler, mais qu'est-ce que, en effet, ce rapport au pouvoir, et puis il y a l'héritage aussi, toute cette pensée sur la guerre juste ou injuste, parce que ça aussi on le doit
à Augustin. Et justement, alors que le pape est un Augustin, il semblerait avoir rétrocédé sur cette vision, comme son prédécesseur François, sur le fait qu'il y ait une possibilité de guerre juste. Non, je vois dubitatif, François Mabille. Oui, Moi, alors, dans l'expression, je serais d'accord. En revanche, le pape François était un pape pacifiste. Voilà, qui a été très loin dans le refus de toute guerre, y compris de toute défense armée. En tout cas, il y a eu des ambiguïtés. Ce que n'est pas le pape Léon. Ce que n'est pas le pape Léon. Voilà. Alors, il est quoi s'il n'est pas pacifiste? Justement, on attend de voir. Mais dans ses premières déclarations et dans tout ce qu'il a dit sur le droit international, on voit bien que la question de la légitime défense... C'est un légaliste, vous diriez. C'est un légaliste également, effectivement. Et donc, il faudra voir si il continue dans la veine pacifiste. Mais vous voyez, quand il condamne de manière très nette l'agression russe en Ukraine, il le fait immédiatement et donc il soutient également la défense armée ukrainienne. Donc là, je pense qu'il y a une dissociation, même si effectivement, il ne parlerait pas de guerre juste, mais ça fait assez longtemps que les catholiques parlent de légitime défense armée, non plus de guerre juste. Un mot sur l'un des autres temps forts de ces 48 heures passées en Algérie, le pape qui va se recueillir en privé, dans la chapelle dite des 19 martyrs d'Algérie, prêtres et religieuses assassinés pendant la décennie noire de la guerre civile. L'aspect privé de ce recueillement est bien sûr important. Et le pape n'a pas choisi d'aller à Tibérine. Il aurait pu. Mais pu, mais comme Tibérine, lieu où, bien sûr, des moines ont été assassinés par le GIA en 1996. Ont été assassinés. Assassinés dans des circonstances encore... Bon. Mais c'est dans des circonstances pas encore complètement élucidées. Et il faut souligner que dans ces années 90, qu'on a appelé la décennie noire de l'Algérie, il y a eu plusieurs centaines de milliers de victimes, et la plupart étaient musulmanes. C'est-à-dire que ces 19 moines ont été injustement et de manière scandaleuse assassinés dans des conditions, encore une fois, qui n'ont pas été complètement éclaircies. Mais par ailleurs, la plupart, il y a eu une centaine d'imams musulmans qui ont été assassinés dans la même période. Ça, c'est ce que souligne aussi Jean-Paul Vesco. Et donc, cet hommage aux moines de Tibérine ne doit pas induire l'idée que la décennie noire a persécuté tout particulièrement ou exclusivement les catholiques, même si les catholiques, Monseigneur Claverie, évêque d'Oran, a été assassiné lui aussi. Oui, ce sont 7 moines qui ont été assassinés à Tibérine en 96. Voilà, que dire de ce moment de recueillement en privé du pape devant donc c'est ceux qui ont été érigés. Au total, il y en a eu 19 au rang, je ne sais pas comment on dit, au statut de martyr par l'Église catholique. Oui, sous François, qui ont été béatifiés effectivement il y a quelques années, 2016 ou 2018. Voilà. C'est une sorte de compromis. Et ce que je partage totalement ce que vous disiez, c'est-à-dire que soit vous privilégiez effectivement un recueillement public et vous privilégiez du coup une sorte de mémoire catholique de cette décennie. Ou alors, vous l'évoquez, mais vous n'évoquez pas davantage, tout simplement parce que, comme vous le disiez, c'est une décennie noire pour le peuple algérien, et pas simplement pour les catholiques. Et à partir du moment où le pape se rend en Algérie, bien évidemment, il ne peut pas insister spécifiquement sur une décennie dans l'histoire d'un pays qui est, comme vous le disiez, beaucoup plus large. Oui, et en plus, en choisissant de ne pas se rendre à Tibérine, il n'honore pas la mémoire uniquement des moines français. En plus. Donc, vous voyez, en fait, tout ce qu'on dit, c'est intéressant, ça montre bien tous les pièges qui se tendent dans la moindre des visites d'un pape. Parce que c'est où que ce soit, c'est un leader global, donc il doit marcher sur des œufs parce qu'il va froisser des susceptibilités, il va appuyer sur des blessures, et évidemment, il n'est pas là pour ça. Il est là, au contraire, pour apaiser, pour réunir et pour délivrer un message qui soit bénéfique à tous. Donc, en effet, la partition, bravo à tous les gens qui organisent ces voyages à la secrétairie d'État parce que c'est extrêmement compliqué. On le voit même juste sur cet exemple. D'ailleurs, ça m'évoque une question quand j'entends Constance Colonna-Césari parler. Alors, on imagine bien qu'effectivement, on évite tous les pièges sur le papier, en théorie, avant de partir. Est-ce que ça empêche tout pas de côté? Je veux dire, les choses sont déjà calibrées. Elles sont effectivement sur un voyage
comme celui-ci, elles sont extrêmement calibrées et je doute qu'il y ait véritablement un pas de côté. Moi, ce voyage me fait un peu penser à celui du pape François en Irak, qui était également extrêmement... En fin de pontificat. Voilà, et qui était également alors, à la fois dangereux pour les questions purement sécuritaires. Là, on s'imagine que le service de sécurité s'était arraché beaucoup de cheveux. Exactement. Et puis, bien évidemment, avec des symboles extrêmement forts dans les relations avec l'islam et notamment avec le chiisme. Voilà. Ce qui va être intéressant d'une certaine manière, c'est de voir aussi comment ce déplacement va être réapproprié par certains groupes français, qu'ils soient politiques ou religieux. Je trouve que ce rapport que vous évoquiez entre les mémoires comparées algériennes et françaises, on a un point, notamment autour de cette question des moines de Tibérine, qui peut-être ressurgira et montrera comment il peut y avoir une instrumentalisation ou tout simplement, effectivement, ces rapports différents que vous évoquiez. Gilles Monceron là-dessus. Il me semble que ce voyage pontifical va être l'occasion pour le pape de s'adresser à la société algérienne, aux autorités algériennes et à la population de ce pays, mais que c'est aussi l'occasion de délivrer des messages à la société française. Car, comme vous le rappeliez, François Mabille, il y a des débats dans la société française sur ce bilan de la colonisation, sur cette qualification de la colonisation. Et dans ce contexte, le pape est désireux, me semble-t-il, à exprimer une sorte de condamnation du fait colonial qui serait peut-être utile à entendre de la part de la société française dans son ensemble, de ses différentes composantes religieuses, politiques et diverses. Voyage qui intervient après le retour en France, il y a quelques mois maintenant, de Boualem Sansal, dont le récent virage vers la droite de l'échiquier politique fait beaucoup réagir et on en revient toujours aux vieilles blessures françaises. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on évoque peut-être avec vous, François Mabille, la suite du voyage du pape, parce qu'il y a l'Algérie, bien sûr, mais pas que. Il ira ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale, des visites dans lesquelles il y a peut-être moins de zones de piège, comme disait Constance à l'instant. Qu'est-ce qui préside à des choix comme cela ? Pourquoi le Cameroun ? Pourquoi l'Angola ? Pourquoi la Guinée ? Alors parce que ce sont trois pays qui sont représentatifs de la diversité du catholicisme en Afrique. Trois pays où les formes que revêt le catholicisme sont différentes. Donc d'abord trois pays qui sont majoritairement chrétiens, ça fait une première différence avec l'Algérie. Et puis des pays où l'Église joue un rôle, on va dire, d'église-providence. L'importance sociale, éducative de l'Église catholique est importante. Et en même temps, des pays qui renvoient à des thématiques concernant la justice économique que va pouvoir soulever le pape en montrant comment l'Église locale peut éventuellement jouer un rôle. Et puis il ne faut pas oublier surtout que l'Afrique est le continent où le catholicisme progresse le plus, et donc même comparé à l'Amérique latine. Et donc il y a un enjeu aussi de régulation des différentes identités catholiques pour le pape. Constance. Oui, c'est très riche, parce que le voyage, évidemment, dans des pays aussi contrastés, le bilan, on a du mal à le faire. Déjà, il y a un premier point, il a commencé par l'Algérie, ça réarrime quand même aussi nettement, c'est un choix, une volonté de réarrimer l'Algérie au sein du continent africain. Ça n'aurait pas eu la même dimension s'il était... De faire l'inverse. Voilà, de l'inverse, donc ça, c'est intéressant. Après, qu'est-ce que ça va nous apprendre aussi du pape ? Moi, j'attends ça parce que vous disiez est-ce qu'il y aura des pas de côté. Malheureusement, jusqu'à présent, avec ce pape, il n'y a jamais de pas de côté. Il y a Pourquoi vous dites malheureusement ? Parce qu'on était habitué au pape François à ces initiatives qui déstabilisaient. Même le voyage en Irak avait été une opération de déstabilisation. Le pape François avait pris vraiment la secrétairerie d'État en leur disant non, fini les interdictions de voyage, je vais là parce que j'ai dit que j'y allais, je veux y aller au péril de ma vie, au péril de la vie des Irakiens même, parce que c'était pendant le Covid et qu'il y avait des risques d'attentats, donc il y avait beaucoup de risques. Mais ce pape-là est beaucoup plus prudent, est un pape beaucoup plus institutionnel. Mais est-ce qu'il est moins efficace en étant plus prudent ? Eh ben, pour certains et pour les diplomates, disent si, il est plus efficace parce que ce que les gens ne savent pas, c'est combien on devait réparer derrière les formules à l'emporte-pièce du pape François. Donc pour la diplomatie, on préfère évidemment un pape comme Léon XIV. Maintenant, pour les fidèles, le fait qu'ils lisent chacun de ses discours, qu'il y ait
jamais de moment d'improvisation. Voilà, c'est quelque chose qui déçoit. Donc là, on espère peut-être un réveil de Léon XIV, voilà, dans la spontanéité. À l'occasion de cette tournée en Afrique. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau. François Mabille, il a papoté face aux défis contemporains chez Erol. Gilles Manceron, Marianne et les colonisations aux éditions Poche. Et puis Constance Colonna-Césari dans les secrets de la diplomatie vaticane qui attend les pas de côté du pape Léon XIV. C'est sorti au Seuil. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau. On suivra les prises de parole du pape du pape Léon, en Algérie, bien sûr, aujourd'hui et demain. Le temps fort sur les traces d'Augustin, ou Saint-Augustin, comme l'appellent les catholiques. Merci infiniment. Émission à voir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure.